Bonjour. Et notre mascotte de l'équipe olympique canadienne. Est-ce qu'il faut mettre pour prendre une photo avec nous pour les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut la prendre à la fin? On est en Facebook Live en ce moment. Pardon pour cette courte interruption. Donc, bonjour à tous et à toutes sur place et aussi en ligne avec nous. Donc, bienvenue à la conférence Prête à partir. Mon nom est Marie-Ève Savard et je travaille pour Immigration, Citoyenneté et Réfugiés Canada. J'espère que votre journée s'est bien passée et que vous avez bien été inspiré par ce que vous avez vu et entendu jusqu'à maintenant. Une décision aussi importante que celle d'émigrer au Canada changera certainement votre vie à bien des égards. C'est un pays vaste et diversifié, autant par ses paysages que par les gens qui y vivent. Il a beaucoup à offrir aux personnes talentueuses, résilientes et déterminées à réussir. Cependant, pour tirer le maximum des opportunités qu'il vous offre et relever les défis qui se présenteront sur votre route, une préparation poussée est essentielle. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui 5 panélistes qui pourront vous donner de précieux conseils de nature générale pour vous aider dans votre préparation au départ. Cependant, pour les questions plus pointues concernant les divers programmes d'immigration, je vous invite à aller visiter le kiosque qui est au fond. Donc, j'aimerais inviter les panélistes à se présenter en commençant par Kimberly. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Kimberly Jean-Farin. Je suis la directrice du dossier de l'immigration francophone à la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Bonjour, je m'appelle Yasmina Boubzari, je suis gestionnaire des programmes pan-canadiens. Je travaille à la Cité, institution postsecondaire, et je vais vous parler de connexion francophone. Alors bonjour, mon nom est Valérie Moran, je suis directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Donc nous représentons plus de 750 écoles de langue française un peu partout au Canada, à l'extérieur du Québec. Et donc je vous parlerai d'éducation et du milieu scolaire. Bonjour tout le monde, je suis Lisa Boineau, la coordinatrice de la communauté francophone accueillante de Yellowknife, qui se trouve au territoire du Nord-Ouest. Donc, si vous voulez voir des aurores boréales, c'est chez moi. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la vie en français en milieu minoritaire, ainsi que comment s'adapter à l'hiver. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Naïmana. Je suis directeur général adjoint de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Et je vais vous parler aujourd'hui des services en français en Nouvelle-Écosse, notamment les services d'établissement. Merci tout le monde et merci d'avoir accepté de partager vos connaissances et votre expertise. Donc, pour débuter, j'aimerais inviter Kimberly à nous parler de la diversité des communautés francophones au Canada et de certaines considérations pour vous aider à faire un choix éclairé quant à votre destination. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au Canada, la population est culturellement très diversifiée. Et c'est bien sûr le cas dans les communautés francophones et acadiennes, c'est-à-dire donc toutes les provinces et territoires à l'extérieur du Québec. On a accès à des services en français. Il y a une société civile très dynamique, très active en français. Et d'ailleurs, selon le dernier recensement, 1 personne sur 5 dans nos communautés est née à l'étranger et comprend donc plus de 250 origines ethniques. Alors, une population vraiment très, très diversifiée. Le Canada est l'un des pays qui accueille le plus d'immigrants parmi les pays du G7. Donc, comme vous le savez, le français et l'anglais sont les 2 langues officielles du Canada. Plus de 30% de la population canadienne parle français et 1 francophone sur 5 habite ailleurs qu'au Québec. Alors, je vais vous proposer un petit voyage virtuel. Partons à la découverte de quelques joyaux canadiens, les destinations qui incarnent la diversité et le charme du Canada. Donc, commençons par Toronto, la métropole dynamique avec ses gratte-ciels emblématiques, sa scène artistique florissante, sa cuisine internationale. Tout ça en fait vraiment une expérience urbaine unique. Ensuite, on peut se diriger à l'ouest, vers Vancouver.
une ville où la nature et la vie urbaine cohabitent harmonieusement. Donc, on a des parcs immenses, des activités de plein air, une ambiance décontractée qui en font une destination vraiment très, très séduisante. Et enfin, on peut découvrir également Moncton, une perle un peu méconnue de l'Atlantique, mais vraiment une ville où on a des festivals animés, une scène musicale très dynamique et une ambiance vraiment incroyablement chaleureuse qui font de Moncton une destination canadienne très, très, très authentique. Donc, que vous soyez attiré par le glamour urbain de Toronto, l'harmonie naturelle de Vancouver ou bien le charme de Moncton, le Canada offre des expériences uniques dans chaque coin. Et bien sûr, dans chaque province, des trésors moins explorés vous attendent. Donc, que ce soit les villes pittoresques, les parcs naturels, les festivals locaux, mais ces destinations moins connues regorgent de surprises et de découvertes authentiques. Bon, maintenant qu'on a fini notre petit voyage virtuel, parlons du coût de la vie. Bien sûr, un aspect essentiel à considérer lors de la planification de votre séjour. Donc, commençons avec le logement. Bien sûr, que ce soit des appartements urbains ou maisons de banlieue, ben, le Canada offre une variété d'options et bien sûr, les coûts varient en fonction de la ville. Et bien sûr, la diversité de choix permet de trouver quelque chose qui correspond à chaque budget. Et également du côté alimentaire, que ce soit des marchés locaux, au restaurant, la scène culinaire canadienne est très riche et diversifiée. Donc, il y en a pour tous les goûts et bien sûr pour toutes les bourses. Du côté du transport, bien sûr, on a toutes sortes d'options. On a un réseau de transport public assez efficace, donc possibilité de partage de véhicules et bien sûr, vous avez la possibilité de choisir l'option qui correspond le mieux à votre style de vie. Un dernier élément que j'aimerais amener de l'avant, c'est l'importance du bénévolat au Canada. Donc, engagez votre temps dans des activités bénévoles, ben, non seulement ça contribue à votre communauté, mais ça enrichit votre expérience professionnelle. Donc, il y a énormément d'opportunités, que ce soit dans les domaines sociaux, environnementaux ou même culturels. S'impliquer va vous permettre de tisser des liens profonds avec votre société d'accueil. Donc, une petite liste rapide de conseils pratico-pratiques pour vous. En ce qui concerne le logement, donc, d'explorer les différents quartiers parce que les coûts du logement peuvent vraiment varier, qu'on soit au cœur du centre-ville ou qu'on soit un peu plus loin en banlieue. Vous pouvez déjà, dès maintenant, consulter les sites web de location immobilière pour avoir une idée des prix. Et au niveau des coûts de l'alimentation, ben, il faut vous familiariser avec le coût des produits de base et puis explorer les marchés locaux pour avoir les prix les plus abordables. Et bien sûr, en ce qui concerne le transport, ben, le transport en commun sera toujours l'option la plus abordable. Mais tout dépendamment de si vous vous trouvez en milieu urbain ou rural, ben, vous devez explorer justement les coûts liés à l'achat d'une voiture et n'oubliez pas de tenir compte des frais d'assurance, d'essence, d'entretien, etc. Donc, on vous suggère de bien vous préparer au niveau de votre budget pour faciliter votre intégration au Canada. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Kimberly, pour ces informations. Donc, une fois vos recherches terminées et votre destination choisie, il est important de commencer votre préparation. Notre ministère finance près de 80 organismes francophones à travers le Canada qui offrent des services en français pour vous aider à réussir votre installation et intégration. Ces services sont disponibles notamment pour les candidats éligibles à la résidence permanente. N'hésitez pas à utiliser toute la gamme de services qui sont offerts par le ministère et auxquels vous pourriez avoir droit, comme l'aide à l'emploi, la formation linguistique, les connexions avec la communauté, entre autres. Ces services commencent avant même votre départ et je vais inviter Yasmina à nous en parler. Merci Marie-Ève. Est-ce que ça va? Je me fais entendre. Eh bien, ben, merci à vous, chères participantes et chers participants, d'être là. Merci aux organisateurs. Par quoi je vais commencer? En fait, moi, je suis un petit peu émue de vous parler aujourd'hui parce que
Il y a 13 ans exactement, j'étais dans le même contexte, Destination Canada, mais j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire que j'étais à votre place. J'étais venue pour justement commencer concrètement ma nouvelle vie. Et ça a super bien marché, je n'ai jamais regretté. Il y a des fois où je me demande aussi, je vous parle ici de connexion francophone, et il y a des fois où je me demande, ben, à l'époque, en fait, connexion francophone n'existait pas. Puis il y a des fois où je me demande, comment aurait été mon parcours d'intégration si à ce moment-là, ces services étaient disponibles. Donc voilà, ici, je suis là pour vous parler de connexion francophone, une histoire de partenariat. Donc, ce sont 5 organismes francophones. C'est des organismes qui sont connus pour l'excellence de leurs services. En l'occurrence, la Cité, c'est là où je travaille, l'accueil francophone du Manitoba, le relais de la Colombie-Britannique, le Centre francophone de Toronto et la FAN, la Fédération acadienne de Nouvelle-Écosse. Toutes ces institutions ont leur stand évidemment ici. Donc, ces organismes ont décidé de faire un partenariat, se sont positionnés stratégiquement et surtout géographiquement. Pour faire quoi? Pour vous accompagner depuis le moment où vous avez la confirmation de votre résidence permanente jusqu'à votre arrivée. Donc, nous sommes dans un monde très, très virtuel. La porte d'entrée principale, c'est la Cité. On vous donne, donc, vous avez une plateforme, votre compte, on sait à peu près ce que vous voulez faire. Donc, vous avez droit à toutes sortes d'informations. Vos besoins sont évalués sommairement. On va vous parler, par exemple, du droit au Canada, le droit canadien, les lois canadiennes, les lois, on dit que nul n'est censé ignorer la loi et croyez-moi, c'est très, très différent. Je vais l'exemple le plus courant, par exemple, si dans un certain contexte, on appelle ça draguer dans la rue, au Canada, on appelle le 911 et puis oui, c'est du harcèlement et on est passible de prison. Donc voilà. Je ne cherche pas à vous faire peur, loin de là. Donc, qu'est-ce que c'est que Connexion francophone? Connexion francophone, comme je le disais, c'est un service d'établissement. Qu'est-ce que c'est que l'établissement? On va pas mal en parler. Donc, le Canada, c'est un pays qui veut ramener des immigrants francophones. Non seulement on veut que vous réussissiez, mais on vous donne aussi les outils et les moyens de le faire. Donc, l'objectif de Connexion francophone, comme je le disais, c'est vraiment de vous familiariser avec pas mal de concepts. C'est de l'information fiable et en temps opportun, des ressources adaptées et mises à jour allant des valeurs canadiennes jusqu'aux informations les plus pratiques. Tous ces services, évidemment, sont gratuits car nous sommes financés par le gouvernement du Canada, IRCC en l'occurrence. Vous pouvez me dire, par exemple, mais pourquoi Connexion francophone? Toute l'information est disponible sur le net, sur les forums notamment. Et puis, je veux vous rassurer, Connexion francophone, justement, vous permettra de démêler le vrai du faux. L'information il y a tellement d'informations sur le net. Il y en a qui sont fiables et d'autres un peu moins. Je voudrais vous dire aussi que, tu sais, on a toujours tendance, et ça, je vous le dis sur la base de ce que j'entends de nos clients, de mes collègues, on a toujours tendance de se baser sur ce qu'a dit l'autre ou ce qu'a dit le voisin, ce qu'il a vécu. C'est pas vrai. L'expérience d'immigration, elle est personnelle. C'est un projet individuel. Vous vous permettez vos rêves, donc allez-y jusqu'au bout. C'est ça qui va déterminer finalement dans quelle province vous allez habiter. Tous ces choix-là, c'est vraiment à vous
de les faire. Mais vous serez accompagné dans tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des évaluations de vos besoins, de votre style de vie qui va se faire et faites confiance donc à des experts. Qu'est-ce que j'ai donc à dire? Oui, j'avais oublié de mentionner que nous avons aussi un bureau au Maroc où il y a une personne qui donne ces mêmes services en personne. Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Comme le disait ma collègue Kimberly, le Canada, c'est le pays de toutes les possibilités. Rêvez grand parce que le Canada, c'est grand. Où est-ce que vous allez vous installer? Dans quelle province? Région urbaine ou rurale? Style de vie? Tout ça, c'est des questions importantes parce que chaque coin et recoin a ses avantages. Vous voulez peut-être vous installer dans une grande ville parce que vous aimez passer du temps avec les amis et tout ça, c'est très bien. Toronto ou une autre capitale serait indiquée. Autrement, il y a des avantages, beaucoup d'avantages à habiter à l'extérieur des grands centres. J'ai par exemple un couple d'amis, j'ai entendu ça très très rarement, qui a vraiment fait construire la maison de ses rêves. La particularité du marché du travail canadien, comment rédiger un CV, à quoi s'attendre dans un entretien d'embauche. Les méthodes sont très, très, très différentes de ce qu'on a vécu auparavant. Donc, prenez ces services. Ils vous seront très, très utiles. Nous avons également, on organise des foires virtuelles de l'emploi et que c'est très apprécié par tous les clients de Connexion francophone. La prochaine foire est supposée être le 23 novembre. Puis, qu'est-ce que je voudrais oui, j'aimerais vous rajouter, si quand vous aurez votre oui, l'éligibilité, nos services s'adressent uniquement aux personnes dont la résidence permanente a été confirmée. C'est à ce moment-là que nous vous prenons en charge jusqu'au moment où vous atterrissez sur le sol canadien. Donc, résidence permanente confirmée, vous êtes francophone, vous vous destinez à une ville à l'extérieur du Québec et vous n'êtes pas encore arrivé au Canada. Pour conclure, avec nos services pré-départ, vous êtes outillés. Une fois arrivé, vous avez déjà un agenda, une liste de choses à faire, à voir, un répertoire d'adresses et surtout, vous avez un organisme d'établissement qui vous attend. Et on sait très bien qu'on aime ça, de savoir qu'on est attendu. Merci beaucoup, Yasmina. Rapidement, Yasmina, si je peux avoir une petite question de suivi. Outre les services préarrivés, est-ce que tu aurais un conseil ou deux sur d'autres manières de se préparer pendant qu'on est encore dans son pays avant de venir? Oui, moi je dirais que il faut se préparer à une nouvelle vie. Puis souvent, je vois, et je l'ai vu ce matin, aujourd'hui, les gens sont plus, et c'est légitime, on est toujours très occupés et très préoccupés par l'intégration économique. Avoir un travail, c'est bien, mais l'immigration, c'est un projet de vie. Le travail, c'est important, mais il est important aussi de regarder tous vos autres besoins. On a besoin d'amis, on a besoin d'une communauté à laquelle on veut s'identifier, mais surtout, on va être dans un pays. Il y a des valeurs à connaître, à s'approprier. Donc, je vous dirais, essayez d'en savoir toujours un peu plus sur le Canada. Achetez par exemple un livre de la littérature franco-canadienne, de la musique, des choses comme ça. C'est des choses qui facilitent vraiment le fait de s'identifier à sa nouvelle communauté, nouvelle vie. Une chose que je veux préciser, j'ai entendu dernièrement que le mot communauté, j'ai cru entendre qu'il n'était pas compris comme partout en Amérique du Nord, parce que certains
pense que communauté, c'est un peu comme une secte. Loin de là, en Amérique du Nord, le mot communauté, il est très, très utilisé. Communauté estudiantine, communauté académique, communauté des arts. Donc, nous, on est la communauté francophone. Merci beaucoup, Yasmina. C'est des excellents conseils, en effet. Donc, un autre sujet d'intérêt, peut-être une question rapide pour Kimberly, c'est le système de santé au Canada. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, un sujet très, très important. Alors, le Canada est reconnu pour son système de santé universel. C'est souvent ce qui contribue à ce que les gens veulent y immigrer. Ce système de santé offre justement une accessibilité égale à tous. Cependant, il est important de noter que chaque province et territoire a son propre régime, donc qui détermine ce qui est couvert ou non. Et donc, cette diversité peut influencer les services disponibles selon votre lieu de résidence. Alors, en plus des soins médicaux, le Canada met beaucoup l'accent sur la prévention. Donc, des programmes de dépistage au Conseil de santé publique. Le pays encourage vraiment la promotion d'un mode de vie sain pour tous les résidents. Et il est vraiment crucial de souligner justement que les services d'urgence sont gratuits, mais des restrictions peuvent s'appliquer en fonction de votre statut. Donc, que vous soyez résident permanent, résident temporaire, depuis combien de temps est-ce que vous êtes sur le sol canadien, tout ça détermine votre éligibilité à ces services gratuits. Donc, c'est vraiment essentiel de comprendre ces nuances pour assurer un accès approprié aux soins qui sont nécessaires. Donc, lors de votre arrivée au Canada, il peut y avoir une période d'attente avant d'être admissible au service de santé publique. Donc, c'est très important d'être conscient de cela parce que ça peut coûter très, très, très cher se casser le bras ou d'avoir un petit problème de santé, que ce soit la vue, les soins dentaires, etc. Donc, pour garantir une couverture pendant cette période, il est recommandé de souscrire à un régime privé. Donc, le système de santé offre une accessibilité égale, mais c'est important de comprendre les particularités de chaque province, les restrictions liées au statut et de planifier en conséquence. Merci beaucoup, Kimberly. Donc, une fois arrivé au Canada, dans votre communauté d'accueil, vous pourriez avoir accès aux services d'établissement qui offrent un accompagnement en français aux nouveaux arrivants éligibles. Je vais passer la parole à l'autre bout de la table, à Emmanuel, pour nous en parler davantage. Bonsoir tout le monde encore. Moi, je travaille à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, qui est un organisme qui a une mission de promouvoir l'épanouissement et le développement de la communauté acadienne et francophone. Et la FAN est l'organisme porte-parole principal des francophones et des Acadiens. Elle facilite aussi le partenariat et le partenariat des membres et offre aussi des services en français. Et donc, ces membres sont en nombre actuellement de 29 organismes et dans différents secteurs. C'est une communauté très accueillante. Et là, quand je parle d'accueillante, là, c'est vrai, c'est très accueillante, et où il fait bien de vivre. Le français est vraiment très dynamique. Alors, en parlant des services, la communauté s'est organisée aussi pour offrir les services aux nouveaux arrivants. Ma collègue ici, Yasmina, a parlé de la collaboration dans le cadre de Connexion francophone. Donc, la FAN aussi fait partie de Connexion francophone. On offre les services aux immigrants avant l'arrivée et après arrivée. Alors, vous imaginez, vous êtes en train de vous préparer pour venir en Nouvelle-Écosse, vous vous posez plusieurs questions et nous sommes là pour vous donner des réponses et des réponses qui vous éclairent pour votre déménagement, que ce soit la recherche de logement, de l'employabilité, les écoles pour vos enfants, etc., etc. Donc, ne manquez pas ces services avant l'arrivée. Ils sont gratuits et en ligne. Après l'arrivée, il y a encore pas non plus de services.
d'établissement. Donc, on va vous accompagner, on va vous accompagner dans toutes les démarches, que ce soit encore la recherche de logement, d'emploi, de formation, d'éducation, d'inscrire vos enfants dans les écoles francophones, parce que c'est notre mandat. Je vais laisser ma collègue de conseil scolaire vous parler des avantages de s'inscrire en français, d'inscrire vos enfants en français. Donc, la communauté est bien organisée pour accueillir les immigrants et les établir. Il y a même des services d'intégration qui vous permettent d'aller chercher le réseautage qui vous permet aussi de connaître la culture locale, de vous créer des amis, de chercher de l'emploi aussi, ainsi de suite. Donc, ce sont des services gratuits, on est financé par le gouvernement, c'est gratuit. Profitez-en, ils sont là pour vous aider. On a déjà constaté certaines personnes qui vont essayer de se débrouiller tout seules. Vous ne pouvez pas réussir votre projet d'immigration. Comme Yasmina l'a dit, c'est un projet individuel, mais aussi collectif. On a besoin de s'associer, d'aller voir l'autre, de s'ouvrir vers l'autre pour qu'on puisse réussir ce projet-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel. Comme Emmanuel a mentionné, plusieurs d'entre vous viendrez avec vos enfants. Donc, c'est important de comprendre comment le système scolaire fonctionne. Pour cela, je vais inviter Valérie à vous en parler. Merci Marie-Ève. Donc, oui, effectivement, vous n'avez pas à sacrifier votre langue et votre culture francophone quand vous choisissez de vous établir en milieu minoritaire francophone, c'est-à-dire à l'extérieur du Québec. Il est possible et vous avez cette chance inouïe d'avoir ce droit d'inscrire vos enfants dans des écoles de langue française, des écoles francophones. Donc, ce sont des écoles publiques, gratuites, où l'excellence est au rendez-vous et qui permet de donner un enseignement qui se fait entièrement en français, à l'exception, bien entendu, des cours d'anglais qui sont offerts avec la même rigueur que dans les conseils scolaires anglophones. Ce qui permet à vos enfants d'étudier, de poursuivre leur scolarisation en français, mais ils vont évoluer en anglais dans le milieu de vie à l'extérieur de l'école, ce qui leur permet éventuellement de devenir parfaitement bilingues. On dit d'ailleurs que les 4 valeurs ajoutées de l'école de langue française sont la réussite académique et le bien-être de l'élève, parce qu'on ne peut pas apprendre si on n'est pas bien dans sa tête et dans son corps. L'employabilité, puisque vos enfants seront parfaitement bilingues, et on dit bilingue durable, c'est-à-dire ce bilinguisme durable fait en sorte qu'ils vont maîtriser le français et l'anglais jusqu'à la fin de leur jour. Donc, ce qui leur permet d'évoluer sur le marché du travail avec cette valeur ajoutée. Des études ont démontré que les gens qui possèdent les 2 langues officielles au Canada ont en général des salaires plus élevés que leurs compatriotes qui ne parlent pas l'une des 2 langues officielles. Ils vont évoluer aussi dans un milieu culturel enrichi. Nos écoles sont très diversifiées, axées sur l'inclusion. J'ai en tête un conseil scolaire, mais ce n'est pas une exception, où on parle plus d'une centaine de langues. Les élèves sont polyglottes et donc réussite, bien-être, employabilité, milieu culturel enrichi et diplomation, bien entendu, puisqu'on a un taux très élevé de diplomation dans les écoles de langue française. Donc, plus de 700 écoles, en fait 750 et des poussières, réparties dans 9 provinces et 3 territoires, 174 000 élèves de l'âge de 4 ans à 18 ans. Donc, on offre la scolarisation de la prématernelle jusqu'à la fin du secondaire. Vous voyez à l'écran une diapositive où on présente le site web de l'ELF-canada.ca. Je vous encourage à noter cette adresse web puisqu'il s'agit d'un guichet unique où vous retrouverez toute l'information dont vous avez besoin pour mieux comprendre le système scolaire canadien, mais aussi connaître les démarches pour inscrire vos enfants. Alors, c'est pas très compliqué. Il y a 29
conseils scolaires. Ces conseils scolaires sont les équivalents des académies ici en France. Donc, vous avez un formulaire pour chacun des conseils scolaires. Vous devez le compléter et fournir certains documents clés. Donc, le certificat de naissance de l'enfant, le carnet de vaccination, votre preuve de citoyenneté ou de résidence permanente et aussi un document qui prouve que vous avez posé vos pénates au Canada, c'est-à-dire soit un bail, une facture d'électricité, de chauffage, ce genre de document. Une fois l'enfant est inscrit, vous avez bien entendu droit aussi à des services préscolaires et parascolaires. C'est-à-dire que vous pouvez déposer vos enfants très tôt le matin à partir de 7h15 à l'école avant le début des classes et les récupérer en fin de journée jusqu'à 18h, ce qui vous permet de vous rendre au travail et de pouvoir aller récupérer vos enfants après la journée de travail. Une journée typique à l'école commence autour de 8h20 et se termine autour de 15h30. L'année scolaire commence à la fin du mois d'août et on va cheminer jusqu'à Noël pour une relâche de 2 semaines, une autre semaine de relâche du printemps au mois de mars et l'école se termine la 3e semaine du mois de juin. Donc, voici pour le calendrier scolaire. Vous voyez à l'écran la répartition des écoles de notre réseau. Donc, on peut remarquer certains nombres plus élevés dans certaines provinces où on retrouve une composante francophone peut-être un peu plus importante qu'ailleurs. Donc, il y a une masse critique de francophones plus importante en Ontario, au Nouveau-Brunswick, et ça va décliner dans d'autres provinces, mais on retrouve toujours des poches de francophones ici et là, et toujours une offre de services en français pour vos enfants. Et cette offre de services aussi se poursuit pour le post-secondaire. Il faut savoir que si vos enfants choisissent de poursuivre leurs études en français au post-secondaire, c'est possible et qu'il y a aussi des incitatifs financiers. On parle d'une réduction de 20% souvent des frais de scolarité lorsque l'enfant choisit de poursuivre ses études en français au post-secondaire. Petite distinction entre les programmes d'immersion et l'école de langue française. Souvent, on a tendance à confondre les deux au Canada parce qu'il y a une offre très riche pour l'éducation en français. Donc, les programmes d'immersion sont des programmes administrés par les conseils scolaires anglophones. Ce sont des programmes où on apprend le français. Donc, on vient avec des notions inexistante ou limitée en français, c'est une exposition à la langue française. Souvent, les élèves qui terminent les programmes d'immersion vont avoir une connaissance du français, mais s'ils ne le pratiquent pas, n'exercent pas la langue, ils vont perdre rapidement cet acquis. Alors que l'école de langue française, on apprend en français. Donc, c'est la langue maternelle, c'est la langue première, ça se fait en français. Et vous devenez bilingue bilinguisme durable, comme je l'expliquais, donc bilinguisme additif aussi, comme on dit souvent au Canada. Je reviens sur les 4 valeurs de l'éducation en langue française. Avec un taux de scolarisation aussi très élevé. Je voulais peut-être mentionner que dans les écoles également, il est possible d'avoir un service de traiteur pour le goûter et vous n'êtes pas obligé aussi d'acheter des goûters sur place. Donc, on peut apporter les lunchs pour les enfants à condition, bien entendu, de respecter les intolérances alimentaires qui ont cours dans les écoles. Le transport est gratuit et sur le site de l'ELF aussi, vous allez trouver un descriptif pour chacune des provinces et des territoires qui présentent l'offre de services éducatifs en français et ses particularités. Dans certaines provinces, et j'ai en tête la Colombie-Britannique, la tablette est fournie gratuitement. La tablette électronique est fournie gratuitement aux élèves. Dans d'autres provinces, il va y avoir des programmes spécialisés en art, sport-études, etc. Donc, je vous invite peut-être à aller naviguer sur le site web. Peut-être un dernier élément, Marie-Ève, si je peux me permettre, c'est que les conseils scolaires sont aussi des employeurs de choix. Ce sont souvent le 3e employeur après le gouvernement fédéral et les provinces et territoires, des employeurs francophones.
il y a des milliers de postes à pourvoir dans les conseils scolaires anglophones et sur le site, vous allez trouver un onglet offre d'emploi en éducation où vous pouvez aller vous promener et naviguer pour voir les offres d'emploi qui sont disponibles auprès des employeurs, c'est-à-dire les conseils scolaires. Et ça va bien au-delà des enseignants. Bien sûr, on recherche des enseignants. Il y a une pénurie criante d'enseignants, mais aussi de travailleurs en petite enfance, de concierges, de soutien en administration, euh, en informatique, etc. Donc, je vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil. Il y a quand même 26 000 employés dans les conseils scolaires francophones, donc 14 000 sont des enseignants. Et il y a des postes à temps plein, à mi-temps. Tout est sur la table pour l'instant. Donc, vraiment, c'est le guichet unique, vraiment le point de chute pour vous faire une tête sur le système scolaire en français au Canada. Merci beaucoup, Valérie, pour toutes ces informations. Donc, on a mentionné plus tôt la grandeur du pays et sa diversité. Cela concerne aussi son climat. C'est en effet un des sujets de conversation favoris des Canadiens. La saison, la température, c'est souvent ce qu'on aborde en premier le matin quand on arrive au travail. On va maintenant se diriger vers le nord du pays, vers ces vastes étendues de nature sauvage et ses aurores boréales, et de ce fameux froid auquel il faut s'adapter. Et qui de mieux pour nous en parler que Lisa Boineau, qui vit à Yellowknife, à environ 400 km au sud du cercle arctique, un endroit unique avec une communauté chaleureuse. Très belle présentation. Waouh! Là, je pense que ça donne à tout le monde envie de venir. Effectivement, moi, on me demande souvent, est-ce qu'il fait froid chez toi? Oui, oui. Là, je déçois personne. Voilà, il fait vraiment froid chez moi, mais on s'adapte. Et donc là, c'est ça. Je vous emmène voyager au territoire du Nord-Ouest. Là, vous pouvez voir sur la petite carte. Les territoires du Nord-Ouest, c'est grand comme la France, l'Allemagne et l'Espagne réunis. Donc, c'est vraiment grand. C'est très au nord. Mais pour ça, pour s'adapter à l'hiver, je vais vous donner quelques trucs et astuces. Là, on rentre vraiment, on est encore dans le concret, on y va. Donc, astuce numéro 1, on s'habille bien, on s'habille chaudement. C'est super important. Et pour ça, on va superposer les couches. Donc, le petit manteau en laine qu'on a à Paris, non, 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 non. Non, ça, c'est pas possible. Vous allez accumuler les couches. Ça, c'est la technique de l'oignon. Donc, on met un legging en laine mérino, par exemple, avec un t-shirt à manches longues. Ensuite, par-dessus, je vais mettre un pull. Ensuite, peut-être un gilet. Ça, c'est s'il fait vraiment froid. En bas, je vais mettre mon legging, mon pantalon de ski au cœur de l'hiver. Et ensuite, on va avoir une parka. Très important également, se couvrir les extrémités, les mains sous gants et mitaines. Les mitaines, c'est les moufles. Important aussi. Autre point, couvrir sa tête avec un bonnet. Donc, on dit une tuque au Canada. Donc voilà pour l'habillement. Je vous conseille aussi d'acheter sur place. Vous pourrez trouver des choses d'occasion sur Facebook Marketplace, dans les magasins, l'Armée du Salut. Il y a pas mal de moyens de trouver d'occasion. Deuxième conseil, s'adapter à la nuit. En France, il fait déjà pas mal nuit tôt quand même, mais chez moi, un peu plus tôt, au cœur de l'hiver, on va avoir 3-4 heures de jour. Donc ça va être super important de faire attention à vos compléments alimentaires. Donc ça, je parle de santé, vitamine D, oméga 3, et cetera. Mais en tout cas, il y a forcément des gens qui pourront vous conseiller, mais attention à votre cure de vitamine D et prenez des multivitamines aussi. Hem Le froid, bon voilà, c'est un bel environnement, tout ça, mais ça peut être un peu, ça si on fait pas attention, ça peut être un peu dangereux. Donc vraiment pensez à vous couvrir, à éviter, les engelures. C'est, assez important. Mais en tout cas, si vous venez chez moi, on vous donnera tous les conseils. Qu'est-ce que c'est, vivre dans le Nord? Vivre dans le Nord, c'est, tenter les activités de plein air, même en hiver. Moi, je suis française et j'ai découvert le ski de fond à -30. Je pensais jamais faire ça de ma vie. Mais tentez, allez-y, demandez des conseils. Vous allez tenter le ski de fond, le ski alpin, en fonction de l'endroit où vous êtes. Qu'est-ce qu'on a si on a la pêche sur glace, on a la randonnée en raquettes. Il y a beaucoup d'activités hivernales. L'hiver est long, donc profitez-en et faites vraiment quelque chose, pour vous amuser. Hem, ensuite, pardon.
Autre facteur à prendre en compte, c'est donc sur la température. Quand on regarde la température, on se dit OK, il fait 0, il fait 0 degré. OK. Mais regardez bien le facteur éolien. C'est super important parce qu'en fait, le vent va peut-être soit va rafraîchir l'atmosphère. Donc c'est vraiment ça qui est important à regarder quand vous vous préparez là, avant de sortir. Et quelles sont les différences avec les villes du sud? C'est notamment le fait que ce soit, rural, et nordique. On est assez éloigné. On est à 1 500 kilomètres de la plus grande ville, mais en même temps, on a un accès au plein air incroyable. C'est à 10 minutes. À 10 minutes, je peux aller dans le parc, je peux aller faire du canot et cetera, parce que l'été est très beau. L'été, au contraire, on va avoir le soleil tout le temps. Et puis vivre dans le Nord aussi, qu'est-ce que c'est? C'est vivre, avec des communautés autochtones. Je trouvais ça important de le mentionner, surtout quand on arrive, en tant que nouvel arrivant. On n'a pas forcément on connaît pas les communautés autochtones, ce sont les personnes qui étaient là, avant l'arrivée des Anglais et des Français et en tout cas dans le Nord, on a de grandes opportunités de découvrir, les langues, à savoir que dans les territoires du Nord-Ouest, il y a 11 langues officielles en tout, l'anglais, le français et 9 langues autochtones. On va découvrir l'artisanat, on va découvrir les activités traditionnelles de pêche, de chasse, les langues également. Donc c'est vraiment très riche de faire des ponts et je vous encourage vivement, quand vous arrivez au Canada, à vous renseigner puisqu'au Canada, souvent avant les événements, on fait des reconnaissances de territoire pour savoir où on se trouve. Ensuite, voilà, c'était sur cette petite partie. Voilà. Donc ouais, juste c'est ça. Ici. Donc, vivre en français en milieu minoritaire, qu'est-ce que c'est? Alors moi déjà, je suis la coordinatrice de la communauté francophone accueillante, la CFA donc, c'est une initiative, pilotée par IRCC, l'immigration, pour les communautés francophones et par les communautés. L'idée, c'est de faire des connexions communautaires, donc de tisser des liens entre les nouveaux arrivants, donc là peut-être, entre vous tous là et également avec les Canadiens, les Canadiennes sur place. Donc et c'est vraiment important, j'insiste sur la partie de connexion communautaire, d'assister, de participer à des activités sociales. Je disais, l'hiver est long, mais moi j'organise vraiment des activités pour qu'on puisse se retrouver, des activités de culture, de découverte et ça, vous en avez un peu partout au Canada, vous en avez en français, et c'est important vraiment de renseignez-vous, il existe des choses partout où vous vous trouvez. Et comme disait, mon oui, Emmanuel, quand vous déménagez, renseignez-vous sur les services. N'hésitez pas à faire appel, à faire des recherches, activez votre réseau et dernier conseil, activez votre réseau, votre réseau social Facebook. C'est vraiment important. Les groupes Facebook, vous tapez, accommodation dans la ville, vous pouvez trouver des emplois, vous trouvez, il y a toutes les communautés et cetera. C'est vraiment, Facebook, c'est assez huge au Canada, je trouve. Vraiment, moi, j'étais assez, étonnée. En tout cas, c'est un bon moyen pour vous renseigner et déjà rencontrer du monde, même avant d'arriver sur place et puis une fois que vous serez sur place, de maintenir le contact. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Peut-être dernière chose sur la diversité de la francophonie, c'est quelque chose que j'ai découvert en déménageant au Canada. La francophonie, c'est pas que la France, c'est pas que les Québécois, mais c'est très diversifié. Moi, j'ai des gens qui viennent, c'est ça, du Maroc, du Cameroun, de la Colombie, du Mexique, de l'Algérie, d'Haïti, de tellement de pays différents et c'est extrêmement riche puisque ça crée une francophonie, multiculturelle et c'est vraiment beau à voir. Merci beaucoup, Lisa, pour tes précieux conseils et nous avoir donné un aperçu de votre belle communauté nordique. Et on voit que tous ces gens de toutes sortes de climats ont survécu jusqu'à maintenant à Yellowknife, donc c'est encourageant. Ils sont là, ils vont bien, tout va bien. Même ceux qui sont, on a des personnes qui arrivent en famille de l'hiver, tout va bien. Donc, on vous encourage à profiter de vos derniers moments à la conférence pour visiter les kiosques des provinces et territoires qui vous intéressent davantage suite à cette présentation. Il ne nous reste pas assez de temps pour les questions, mais on vous invite dans les prochaines minutes après de passer nous voir si vous avez des questions particulières par rapport à des choses qu'on vous a dit. Donc, on va rester sur place un petit peu plus longtemps. Et je remercie encore une fois les gens en ligne. Donc, ça va se terminer bientôt pour vous également.
Donc, merci de votre attention, puis on espère que ça a été utile pour vous et on vous souhaite bonne chance dans votre projet de peut-être tenter l'aventure canadienne. Merci.